et merci. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous tendre le micro suite à la déclaration hier aux sorties des nouvelles mesures barrières par rapport au gouvernement. Nous avons constaté qu'il y a eu certains changements, notamment le fait que nous sommes quittés de 20h à 18h. Peut-être une lecture là-dessus. Bon, il faut dire que de manière globale, Oui. Le Gabon, comme tous les pays de la planète, Oui. affronte une situation sanitaire qui est une situation inédite. Le gouvernement essaye, en fonction de l'évolution de la maladie, soit que la tendance est à la baisse ou à la hausse, de proposer un format sécuritaire qui répond aux deux exigences importantes du moment. La première exigence, c'est qu'il faut maintenir actif l'outil de production. Donc l'outil économique doit continuer de fonctionner. Mais en même temps, il faut également se rendre à l'évidence qu'il y a une nécessité de protéger les citoyens. Donc en fonction des constats qui sont faits, on peut arriver à des mesures, un peu comme le chef d'État l'a dit, qui vont contraindre les Gabonais à fournir un peu plus d'efforts. Mais il faut reconnaître que c'est la partie citoyenne qui est demandée à tous les Gabonais. L'État se chargeant de prendre les mesures au-dessus, notamment restructurer dans le détail pour que et les entrepreneurs donc, et les opérateurs économiques et les populations qu'il y ait une sorte d'équilibre. La réalité par rapport à la situation du moment, c'est que c'est effectivement très difficile. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que réduire ou ramener les heures aide à la lutte contre la pandémie? Assurément oui, parce que vous avez pu constater en ce qui concerne les pays européens qu'il y a eu des États qui ont procédé à des reconfinements totaux par zone, par ville, c'est selon que l'évolution de la maladie était constatée. Pire, il s'est déclaré il y a quelques semaines déjà une sorte de variant de ce virus. Là aussi, c'est toute une autre situation. Il faut donc permettre que des textes en termes de prélèvement sur les nouveaux cas se fassent pour savoir s'il s'agit du modèle, excusez-moi du terme, du virus ancien ou alors c'est son variant actuellement qui fait ses ravages. Parce que tout de même, il faut remarquer que du mois de septembre au mois de décembre, la tendance était une tendance à la baisse. Maintenant, nous avons une tendance haussière. Il faut faire attention, surtout, pour terminer sur ce point-là, qu'il n'y a pas de protocole médical établi. On essaie d'aller avec diverses thérapies pour donner au corps la puissance immunitaire qu'il lui faut pour résister au virus. Mais pour l'instant, il n'y a pas un protocole médical. Il n'y a pas encore de vaccin établi comme pouvant circonscrire l'épidémie. Donc, c'est un effort important que les différentes populations qui habitent la périphérie de Libreville vont devoir fournir. Malheureusement, c'est également, comme on dit, un peu le prix des guerres à payer. Mais, Monsieur Passankouli, nous avons constaté que le problème des heures entre les travailleurs et ceux qui sortent des établissements, on parle tous de 15 heures ici. Est-ce que cela va arranger la population? En quoi est-ce que cela change véritablement? Bon, est-ce que ça ne va pas, ce ne sera pas de trop? Parce que moi je sors, je suis un père de famille, vous, monsieur Passankouli, responsable, vous sortez du travail, et votre fille, elle sort également. Donc entre parents et élèves, tout le monde se retrouve, les taxis, ça masse. Est-ce que cela ne va pas augmenter le taux aujourd'hui de la pandémie? Bon, il faut déjà dire que nous avons affaire à une même population. D'accord. C'est une même population. Que les heures soient décalées ou que les heures soient rapprochées ou que ce soit les mêmes heures, c'est d'abord avant tout une même population. C'est moi qui dépose mes enfants à l'école. C'est moi qui vais les chercher. Que je le fasse à des heures décalées par rapport à leur heure de sortie, il y a toujours la proximité, l'exigence familiale oblige. Bon, ce par contre où on peut trouver la gêne, c'est dans la difficulté qu'il y a à ce qu'une telle population, en un laps de temps aussi court, puisse procéder à une fluidité de mobilité. Et là, effectivement, je crois que vous avez écouté le ministre du Transport qui a dit que des mesures vont être prises pour faciliter la fluidité du transport chez les élèves. Ça, c'est tellement dire que, tenant compte de ce que les parents n'auront pas le temps matériel
à la fois de sortir de leur travail et de récupérer leurs enfants à l'école, des bus vont être mis à la disposition. Pourvu, il faut le souhaiter, pourvu que ces bus soient en nombre suffisant pour réguler le trafic dans un temps relativement court. Bon, l'autre conseil, effectivement, c'est que aujourd'hui, l'école, sous le format qui nous avait été proposé depuis cette rentrée, il y avait 2 niveaux de cours. La première partie allait de 7h à 13h, la deuxième partie était de 13h à 17h. Bon, ramener à 15h, ça pose le problème de la gestion du calendrier académique de l'année scolaire. Bon, là aussi, on veut faire confiance au ministre de l'Éducation nationale qui a dit que des orientations en termes de réflexion académique vont être menées pour redéfinir le nouveau calendrier des apprenants. Parce qu'il y a également, excusez-moi, parce qu'il y a également ceux-là qui font les cours du soir. Bon, et c'est pour ça qu'il faut dire que dans tout ça, il faut tenir compte que, en principe, la gestion du flux scolaire ne se fait pas seulement que dans le cadre des heures régulières. Il y a effectivement tous ceux qui ont des cours au-delà de 20 heures. Bon, maintenant, comment est-ce que ça va se faire? C'est effectivement une difficulté. C'est une difficulté qui est là. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je crois que les différents responsables d'établissement vont trouver les moyens de faire en sorte que les élèves aient le volume d'heures de cours qui leur est indispensable pour que les différentes années, quand je parle des différentes années, c'est en fonction des différents cycles, le primaire, le secondaire et le cycle universitaire, puissent valider leur année académique. Bon. Quant au reste, je crois simplement que c'est de la responsabilité citoyenne, que les gens comprennent que ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement prend de telles dispositions, c'est parce qu'on fait face à une situation que personne ne peut évaluer, ni en termes de durée, ni en termes d'impact. Tout ce qu'on sait, c'est que cette maladie est vraie, les gens meurent. Est-ce qu'il y a déjà un protocole médical pour la contenir? Nul n'en sait rien. En fait, il n'y en a pas encore. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je pense que la décision ou les mesures qui sont prises, c'est d'abord avant tout le choix de rester en vie. Il faut commencer par rester en vie. Le reste des choses se feront de manière contrôlée, mais le plus important, c'est de rester en vie. Un mot certainement à dire à l'endroit du COPIL, la façon dont le COPIL s'y prend par rapport à la pandémie. Bon, écoutez, au COPIL, on lui demande beaucoup, mais effectivement, c'est à raison, comprenez. Toute la planète est mobilisée sur un seul fait, c'est qu'il y a une sorte de grippe qui est très violente et qui commence à avoir différentes variantes. Malheureusement, ce que l'on constate de la part de notre COPIL, c'est qu'ils sont nous donné des statistiques. Ces statistiques ne varient pas beaucoup. Ces statistiques ne nous permettent pas, avec objectivité, de nous situer sur l'ampleur réelle de la maladie dans notre pays. Et ce qui est très dommage, c'est que lorsqu'ils exploitent les images, c'est souvent des images données par des médias étrangers. Donc, c'est un format en termes de visuel des hôpitaux, des secouristes, mais tout ceci à l'étranger. Ce que les Gabonais attendent, c'est qu'ils aient un détail de tout ce qui se fait. Je crois qu'aujourd'hui, puisque le COPIL a comme objet premier d'inciter les Gabonais à la prudence et à la réserve, en termes de précaution, prendre donc le respect des mesures barrières, c'est de faire témoigner, c'est d'amener ceux qui ont souffert de cette maladie à attirer l'attention de ceux qui ne l'ont pas encore été atteints, pour leur permettre de dire, ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte, cette maladie est vraie, je l'ai subie, je suis ici, je m'en suis sorti, il faut le faire. Ce sont ces témoignages qui vont permettre à la population de prendre plus de précautions. Deuxième chose, c'est que nous sommes face à une crise sanitaire. Personne ne s'est préparé par rapport à l'ensemble des agréments que cette crise cause. Je suppose que, normalement, par rapport aux moyens mis à titre personnel par le président de la République, qui mène cette lutte de manière directe et qui conduit en impliquant tout ce qu'il peut pour que les Gabonais prennent la hauteur du danger, mais il faut réduire les coûts. À la limite, ça aurait été bien que les tests soient gratuits. Ça aurait été un élément incitatif. Aujourd'hui, le texte est à 20 000. Vous imaginez, si vous avez une famille de 5 enfants, en plus de vous-même que vous souhaitez vous déplacer, on vous demande pour un test qui va maintenant tenir sur à peu près 7 jours de débourser 140 000 lorsque vous avez une famille de 6 personnes. Donc c'est assez difficile. Il faut que le texte, donc le dépistage, soit gratuit. Il faut de plus en plus que dans les établissements, puisque les cours ont commencé,
c'est des univers qu'on peut facilement contrôler, qu'il y ait un mécanisme de dépistage systématique pour tous les élèves. Ça permet aux parents de se rassurer. Parce que la psychose qui est créée, c'est que les foyers de tension, les foyers de contamination ne sont pas totalement connus. Pire encore, les zones, on sait, tout le monde dit c'est Libreville, mais bon, on a bien vu hier, quand le ministre de la Santé a donné les lectures des différentes cours, que bon, c'est beaucoup plus les entrants venant des pays limitrophes qui sont porteurs de cette maladie. Donc à la limite, ce qu'il faut, c'est mettre un protocole de sécurité pour que tous ceux qui rentrent soient mis en position de quarantaine. Au moins là, on sait que bon, au niveau des frontières de l'air et de terre, c'est contrôlé et que les gens, par exemple, peuvent mieux gérer leur déplacement. Pour aujourd'hui, le COPIL ne communique pas sur les éléments qui conduiraient le citoyen à une prise de position. Le COPIL communique sur les éléments qui est fait. Or, quand vous avez peur, les mauvaises habitudes finissent par naître, c'est la défiance. Et malheureusement, quand vous regardez tout ce qui se dit dans nos quartiers, les gens ont adopté une position de défiance vis-à-vis du COPIL. Le COPIL ne rassure plus. Or, l'objet de cette structure, c'était justement à la fois d'apporter une explication citoyenne, une explication scientifique, mais également conduire à une attitude pédagogique vis-à-vis de la maladie. Toutes ces choses-là n'ont pas été prises en compte. Malheureusement, bon, je souhaite simplement parce que, il faut le dire, le docteur Guy-Patrick Obiando est quelqu'un de très affûté. Il sait ce qu'il devrait faire pour donner au COPIL le crédit qu'il faut entourer cette structure parce que tout de même, elle répond d'une situation exceptionnelle, celle d'assurer la sécurité sanitaire des Gabonais. Donc, je crois qu'il devrait mettre de son côté les éléments d'information pédagogique, comme on vient de le dire, mais également redonner notre format aux forces de sécurité et de défense qui participent à cette opération. Parce que là aussi, on a l'impression que le seul réflexe qui leur a été communiqué en termes de réaction vis-à-vis des citoyens qui ont une attitude incivique, c'est la répression. Il faut faire de la pédagogie. Il faut que les gens soient conduits à prendre conscience de ce qu'ils constituent un danger pour eux-mêmes, pour leur famille, lorsqu'ils ne se protègent pas. Or, toutes les images ou tous les constats en termes de contact entre les forces de sécurité et les populations qu'on a pu voir, c'est que bon, c'était malheureusement de la répression qui n'aurait pas dû être. Or, là aussi, c'est au COPIL de traduire, c'est pour ça que je parlais d'éléments pédagogiques, d'amener les forces de sécurité peut-être à des formations pour leur montrer le format qu'elles doivent adopter dans ce type de situation. Et sortir donc de cet accoutrement à la Rambo, comprenez, à la commando pour revêtir l'accoutrement de la police citoyenne, de la gendarmerie citoyenne, de l'armée citoyenne qui participe à aider les populations à maîtriser le risque qu'il faut absolument éviter. Monsieur Pascal Kolo, leader et acteur politique, les Gabonais vous regardent, le chef de l'État et le gouvernement vous regardent. Un mot à dire à l'endroit des populations inconscientes, sinon aussi bel et bien conscientes qui vous regardent actuellement. Un mot de fin à dire. Bon, il faut déjà dire que nous sommes reconnaissants des efforts que le président fait. À titre personnel, il s'est énormément investi. Mais écoutez, c'est le chef, hein, c'est le grand patron comme tout le monde dit. Il a la responsabilité devant Dieu, devant la nation, de veiller au bien-être des Gabonais. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire, il ne s'économise pas. Il fait tout ce qu'il peut pour suivre à la fois la donne internationale, parce qu'on est tenu au niveau d'un ensemble d'accords bilatéraux et latéraux que le Gabon signait, notamment au niveau de l'OMS et d'autres organismes de cette nature. Donc le président est à la manœuvre. Ça, il n'y a pas de doute. Et ensuite, il s'investit à titre personnel. Nous lui sommes véritablement ou infiniment reconnaissants. À son endroit, lui dit simplement que, Monsieur le Président, la situation sanitaire est là. C'est vrai qu'il faut rester en vie. Mais c'est difficile de rester en vie quand vous n'avez rien à manger. C'est difficile de rester en vie quand la condition d'accès à l'eau est tout aussi pénible. C'est difficile de rester en vie quand vous ne savez pas quoi dire à celui qui vous offre un logis sous la forme d'un contrat de bail et qui vous fait des pressions en disant si vous ne pouvez pas payer, sortez de ma maison. Je crois, Monsieur le Président, qu'il faut tenir compte à la fois de toutes ces exigences pour arriver à un juste équilibre, pour que les Gabonais qui vous sont déjà attachés à toute l'œuvre humanitaire à laquelle vous participez puissent davantage
se donner des raisons de mieux s'engager dans l'orientation politique que vous donnez. Pour l'instant, beaucoup de nos compatriotes ont l'impression qu'ils ont été abandonnés sur le trottoir et qu'ils se sont effacés du radar social du chef de l'État. C'est un peu l'appel que je souhaiterais lui lancer. Quant aux Gabonais de manière générale, à tout le monde et à moi y compris, il faut sortir des chemins faciles. Le chemin facile, s'y consiste à dire « Oh, c'est une stratégie visant à réduire les regroupements ». Il faut sortir de ces considérations politiciennes parce que la réalité, c'est que la maladie tue. Et elle tue de façon à ce que, une fois que vous êtes mort, vous êtes vraiment mort. Il n'y a rien à faire. Donc, chacun doit prendre sur lui de veiller à se protéger, de ne pas s'exposer inutilement. Et ensuite, il faut sortir du mécanisme de défiance qui est en train de se construire dans notre habitude. C'est comme ça, dit, bon, moi, je ne respecte pas la loi, je fais ce que je veux. Non, nous sommes dans une république, il y a des lois. Certaines lois ne nous plaisent pas, le président l'a dit, ça crée des frustrations, mais il faut les respecter. Et ensuite, nous devons être de relais à tous les niveaux, auprès de nos familles, auprès de nos enfants, auprès de nos concitoyens de manière générale, pour leur dire, faisons attention, tant que de manière universelle, le problème persiste, le Gabon n'est pas sur une autre planète. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne soit pas concerné par la situation d'aujourd'hui. Et je voudrais, à titre de rappel, dire à tout le monde, il faut faire attention. Vous savez, les pays occidentaux ont, depuis la nuit des temps, porté des responsabilités historiques qui, en termes de vies humaines, ont coûté cher à l'humanité. Ces hommes considèrent l'atout économique comme étant l'élément essentiel. Aujourd'hui, il y a une maladie, mais c'est également un outil économique pour ceux qui vont fabriquer des vaccins, qui vont fabriquer des protocoles médicaux, qui vont créer, enfin, tous ceux qui participent à réguler sur le plan scientifique cette situation. Nous n'avons rien de tel. Nous n'avons ni hôpitaux capables d'accueillir en un temps record des milliers de malades. Nous n'avons pas de médecins qui peuvent suivre des gens. Nous n'avons pas de laboratoire pour poser des analyses rapides. Le président fait un effort extraordinaire pour nous doter d'un laboratoire de niveau 4. Mais bon, tout ceci se mène ailleurs en termes de lutte, en termes de réflexion scientifique. Et on peut constater que les Occidentaux eux-mêmes ne sont pas encore parvenus à un format qui soit un protocole médical que l'OMS validerait. Donc, dans cette situation d'atermoiement et d'interrogation, il est mieux de rester prudent et de suivre les orientations que le gouvernement donne. Ce n'est pas nécessaire, c'est même déconseillé, c'est que moi je leur dis, je les déconseille de s'investir sur le champ politique en pensant, comme on le dit dans nos quartiers, oh, il y a un coup d'État, il y a telle chose, on veut nous empêcher. Non. Celui qui va s'exposer, malheureusement, perdra sa vie. Malheureusement, parce que c'est évident que cette maladie existe. Les gens meurent. Je ne crois pas que les Occidentaux en soi à véhiculer des images qui sont fausses, que des débats importants se fassent, que les gens s'interrogent. Donc, il y a tout un protocole de prudence qui est émis par les citoyens, mais ce protocole de prudence, en termes d'interrogation, ne doit pas occulter la réalité. Les gens meurent de cette maladie. Il faut tout faire pour rester en vie. Nous vous remercions, M. Passane. Merci.